Bonsoir et bienvenue à cette table ronde sur une question qui me semble vraiment importante et centrale, d'autant plus dans une perspective franco-allemande, nucléaire ou énergie renouvelable, quelle voie pour la protection du climat? En effet, ça, il me semble que c'est vraiment une question où les deux pays vont aller dans vraiment des chemins et des directions très, très, très différents. C'est-à-dire, l'Allemagne, surtout aussi avec le nouveau gouvernement, a fait un choix qui est très, très clair, un choix qui est aussi un choix qui est très, très ambitieux. L'Allemagne veut sortir ou va sortir du nucléaire cette année, c'est fini avec le nucléaire, et l'Allemagne veut sortir aussi du charbon jusqu'à 2030 et veut arriver à avoir une production d'électricité et des énergies renouvelables à l'auteur de 80% jusqu'à 2030. Ça, c'est vraiment l'objectif du nouveau gouvernement, d'une part. D'autre part, en France, là, on est en plein milieu d'une campagne présidentielle et aussi pour l'Assemblée nationale après en juin. Et la France, on pourrait dire, est vraiment à ce moment à l'heure du choix où aller, où il y a quand même pour la plupart des candidats et des partis des propositions qui vont plutôt vers le nucléaire jusqu'à maintenant. De toute façon, jusqu'à maintenant aussi, la France a une partie du nucléaire beaucoup plus important que c'était jamais le cas en Allemagne aussi. Et il semble que, vu cette différence, que c'est vraiment une bonne idée, je suis très ravi qu'on peut en discuter avec des expertes et des experts ce soir, des experts où je veux dire un grand merci à Susanne Götze, Nicolas Goldberg, à Simone Peter et Célie Victor d'être parmi nous ce soir pour justement échanger sur cette question dans une perspective franco-allemande. Et je veux dire aussi un très grand merci à Oliver Brandt du Goethe-Institut de Lyon pour cette belle coopération pour réaliser ce débat. Et justement, je veux aussi remercier à Jules Hébert et à toute mon équipe de notre bureau à Paris pour avoir organisé, et aussi l'équipe du Goethe-Institut de Lyon en coopération. Et maintenant, je vais vraiment donner le mot à Oliver Brandt et je vous souhaite une soirée, j'espère, très, très éclairante. Peut-être juste une toute petite remarque technique, ce que vous avez déjà vu là, c'est justement seulement important pour les dire qu'il faut bien choisir sa langue, bien sélectionner un canal, mais aussi ne pas oublier après de couper le son original pour être capable vraiment de très bien suivre dans une langue ou dans une autre langue ce débat. Oliver Brandt, c'est à vous. Merci beaucoup, Jens Althoff. Bonsoir, cher public. Autant que directeur de Goethe-Institut Lyon et Marseille, je vous souhaite la bienvenue. La sortie du nucléaire en Allemagne a une histoire mouvementée. Le mouvement antinucléaire allemand a maintenu pendant des décennies. Il s'agit d'une particularité dans l'histoire des mouvements sociaux. En 1998, la décision politique de sortie du nucléaire a été prise. Après plusieurs adaptations politiques au cours des 20 dernières années, l'Allemagne arrêtera ses derniers réacteurs, comme Jens Althoff a déjà dit. L'écologie et la durabilité font partie des axes thématiques centraux du Goethe-Institut. Il nous est donc apparu évident d'organiser un événement sur la sortie du nucléaire. Lorsque nous avons commencé à créer notre programme, c'était déjà l'automne dernier, nous étions loin de nous douter de l'actualité du sujet au niveau européen aujourd'hui. Il est donc d'autant plus important que nous échangions aujourd'hui dans un cadre franco-allemand sur les sujets d'avenir comme la question de la meilleure stratégie en matière de mix électrique. Ce débat est présenté avec notre partenaire, le bureau à Paris de la Fondation Heinrich Böll, et je remercie chaleureusement encore une fois Jens Althoff et Jules Hébert pour cette collaboration enrichissante. Merci beaucoup. Je remercie vivement les intervenantes et intervenants. Merci d'avoir accepté notre invitation.
La discussion sera animée par Niklas Zaboyi qui vous présentera les 4 intervenantes et intervenants dans un petit instant. Cher public, avant on commence, je voudrais vous présenter notre modérateur du débat. Niklas Zaboyi est né en 1992 à Cologne. Il a fait ses études de gestion d'entreprise, d'histoire et d'économie politique à Mannheim, Prague et Regensburg. En 2018, il a commencé comme rédacteur au sein de la rubrique économique du quotidien FAZ, Frankfurter Allgemeine Zeitung, donc à Francfort, où il était responsable des sujets relatifs à l'énergie, au climat et à la conjoncture. Depuis 2021, il est correspondant économique en France, basé à Paris, pour la FAZ. Cher Monsieur Zaboyi, je vous remercie beaucoup d'animer ce débat et je suis sûr que ce sera certainement un échange passionnant. Cher public, je vous remercie beaucoup pour votre grand intérêt et maintenant je donne la parole alors directement à Niklas Zaboyi et je vous souhaite une discussion fructueuse. Merci. Oui, merci beaucoup et désolé pour cette erreur. Alors, tout d'abord, je voudrais présenter les 4 panélistes de ce soir. Premièrement, je souhaite la bienvenue à Susanne Götze, auteure des livres sur la politique énergétique et climatique. Elle a travaillé pour plusieurs médias et elle est rédactrice chez le magazine Der Spiegel. Susanne Götze connaît bien la France, comme elle a fait ses études aussi en France, et elle a un doctorat de l'histoire. Puis, je me réjouis de dire bonsoir à Monsieur Nicolas Goldberg. Il est diplômé de l'École supérieure d'électricité. Il est ingénieur et senior manager sur les sujets énergie et environnement chez Columbus Consulting. Nicolas Goldberg est très présent dans les débats publics en France, surtout dans les derniers mois, où on a parlé beaucoup sur le nucléaire, mais aussi sur d'autres questions énergétiques. Je souhaite la bienvenue à Madame Simone Peter, présidente de l'Association fédérale des énergies renouvelables, c'est la traduction, alors c'est le Bundesverband Erneuerbare Energien, bien connu en Allemagne. D'abord, entre 2013 et 2018, Madame Peter a dirigé le Parti des Verts en Allemagne. Elle vient de la Sarre et au réacteur français à Cattenom, elle a connu l'énergie nucléaire de son plus jeune âge, comme elle m'a raconté. Et finalement, je souhaite la bienvenue à Zélie Victor. Zélie Victor est diplômée des Sciences Po Paris et aussi de la London School of Economics en relations internationales et les études environnementales. Elle s'est spécialisée sur le développement durable et responsable maintenant des sujets sur la transition énergétique chez l'ONG Réseau Action Climate France. Alors, bonsoir à tous et nous avons environ 1 heure pour la discussion et après 30 minutes plus ou moins pour les discussions avec l'audience du chat. Et je souhaite à tous les participants un grand plaisir. Pour commencer, je voudrais avoir un petit bilan sur l'Allemagne, sur la politique énergétique en Allemagne. Et Madame Peter, la première question à vous. Vous avez dirigé le Parti des Verts pendant quelques années. Vous avez aussi, dans cette fonction, participé à la fin du nucléaire, à la sortie du nucléaire en Allemagne. Mais est-ce que cette sortie du nucléaire en Allemagne est toujours un succès pour vous?
alors que, par exemple, la France relance des nouveaux réacteurs nucléaires et qu'on parle beaucoup d'une renaissance du nucléaire. Est-ce que c'est toujours un succès, la sortie du nucléaire en Allemagne? Oui, bonsoir et je vous remercie de cette question. Je suis heureuse qu'on puisse aujourd'hui discuter de ce sujet. Oui, cette question de sortie de nucléaire me préoccupe depuis des décennies. Je pense, par exemple, aussi à la construction des réacteurs en France dans les années 80. J'ai donc constaté qu'un grand pays industriel comme l'Allemagne peut démocratiser les fournitures d'énergie. On peut donc décentraliser ce domaine pour tous les domaines, la chaleur, la mobilité, l'industrie, et on est quand même vraiment en mesure à renoncer complètement à l'énergie nucléaire. L'Allemagne a démontré, et je pense que c'était aussi une contribution pour d'autres pays, au cours des dernières 20 années, on a donc pu développer les énergies renouvelables comme le solaire ou les éoliennes à un prix très intéressant qui a permis à convaincre des pays comme la France. Donc, quand on parle de la renaissance de l'énergie nucléaire, ça a été toujours annoncé par les États-Unis ou par le continent aussi asiatique, mais ce n'est jamais arrivé. Il n'y avait plus de renaissance depuis les années 80, tout simplement aussi quand on prend en compte les frais de rénovation des anciens réacteurs et que ça prend énormément de temps. Il y avait peut-être aucun réacteur qui a pu être réalisé en Europe au cours des dernières années et l'énergie renouvelable permet vraiment l'alimentation en énergie de manière centralisée. On a eu beaucoup de vent en Europe les derniers temps, donc des grandes tempêtes. Et c'est en effet, c'est bien sûr aussi du changement climatique et on a pu donc avoir des prix d'électricité en Allemagne qui ont été sensiblement baissés grâce à l'exportation dans des pays comme la France ou d'autres pays en Europe, on a pu baisser les prix. Il y avait des différences de prix d'ailleurs très importantes entre, par exemple, l'énergie produite avec des éoliennes ou solaires et les pays qui ont assuré donc leur production d'énergie avec des énergies fossiles. Je pense qu'il y aura d'autres aspects qui vont être abordés encore par notre panel, mais du point de vue du climat, mais aussi de l'économie, je pense que la sortie se justifie. Merci. Merci, Madame Peter, pour cette introduction. Madame Götze, plus ou moins une question pareille à vous. Vous voyagez beaucoup au moment où vous êtes en Amérique du Sud, comme vous m'avez raconté. Quelle est votre impression sur la politique énergétique en Allemagne? Est-ce que c'est un modèle pour le monde? Parce qu'en Allemagne, on a parlé beaucoup il y a quelques ans que l'Allemagne doit être quelque chose comme un modèle. Mais est-ce que c'est vraiment le cas dans des pays, par exemple en Amérique ou en Asie, comme ça? Je vous remercie de cette question. Je m'excuse, je ne parle pas le français. Je suis actuellement dans des recherches en espagnol et donc c'est difficile pour moi de changer la langue, de switcher entre les différentes langues. Donc d'abord, j'aimerais dire, comme c'était aussi dit par Madame Peter, il faut souligner les côtés positifs
de ce qu'on a observé en Allemagne. Le problème qu'on a en Allemagne, c'est en parallèle de la sortie du nucléaire, on prépare aussi la sortie du charbon. Et je pense qu'il est très intéressant d'avoir 100% d'énergie renouvelable, mais il faudra tout simplement réfléchir comment on peut y arriver. On ne peut pas arriver de 0 à 100 d'un jour à l'autre. Il y a beaucoup de pays qui vont donc sortir du charbon et il faut réfléchir comment on peut donc réaliser ce changement. Les Verts doivent maintenant réaliser ce qu'on n'a pas fait au cours des années 90. Au cours des années 90, on a commencé à discuter sur le changement climatique à la fin des années 80. Si je ne me trompe pas, c'était en 1988. Donc, on parle depuis longtemps donc, de cette sortie, de ce changement au niveau de la production d'énergie. Le système d'énergie concerne, il y a tous les autres secteurs aussi. Et on a bien sûr augmenté la part des énergies renouvelables en Allemagne, mais on a continué aussi avec les énergies fossiles. On a dit, en raison de Fukushima aussi, qu'on va sortir du nucléaire. Et ensuite, on a dit, voilà, on veut aussi sortir du charbon. Ma critique, quand on parle de la politique allemande, je pense qu'il n'y avait pas assez de coordination. La sortie rapide après Fukushima, c'était à mon sens une bonne réaction et je pense que c'est le bon chemin aussi. Et je pense aussi aux déchets nucléaires et aux prochaines générations. Mais 2 ans avant la sortie du nucléaire, Madame Merkel disait, voilà, il faut construire des centrales de charbon. On a pensé qu'on va sortir du nucléaire et donc il y avait une forme de dysfonctionnement et on a constaté, oh, il y a un problème 2015. On a eu aussi donc l'accord de climat de Paris et on est arrivé au point qu'on a le gaz, il y a des problèmes stratégiques aussi. Et je pense donc que ce n'est pas aussi beau comme c'était présenté Madame Peter, selon moi. Mais on a des grands problèmes en Allemagne dans cette transition et ces problèmes sont dus à tout ce qu'on n'a pas fait au cours des dernières 20 années. On n'a pas coordonné cette sortie. La protection du climat a été sous-évaluée au cours des dernières 20 années et on a essayé de renoncer aux énergies fossiles. Et donc là, on doit rattraper et c'est un problème qui est réel. Ça serait peut-être donc ce que j'aimerais dire concernant l'Allemagne. D'accord. Merci beaucoup aussi, Madame Götze. Madame Victor, Zélie Victor, aussi la question à vous pour compléter cette question d'introduction, cette question sur est-ce que l'Allemagne pourrait être un modèle ou pas du tout pour vous, pour votre travail. Est-ce que vous citez l'Allemagne comme modèle ou est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus mieux, disons, qu'ils ont eu une transition beaucoup plus accélérée, et, par exemple la Norvège ou d'autres pays. Est-ce que l'Allemagne est quelque chose comme un modèle ou pas du tout? Bonjour, merci beaucoup pour cette question aussi et pour l'invitation de façon générale. Sur la question du modèle allemand, ça a été intéressant. En tout cas, c'est quelque chose qui revient souvent sur la question d'une sortie du nucléaire assez rapide et en parallèle d'une sortie aussi du charbon et des énergies fossiles. Donc, pour l'instant, on est plutôt en attente des ambitions affichées par le nouveau gouvernement, justement, de sortir du charbon d'ici 2030 et de viser le 100% énergie renouvelable d'ici
la décennie d'après. Donc, on est plus en attente de voir comment ça va se passer, sachant que les situations étaient effectivement assez différentes, puisqu'en France, on a quand même un parc nucléaire beaucoup plus conséquent. Donc, ce n'est pas exactement les mêmes questions qui vont se poser, sachant qu'on a aussi beaucoup moins cette question de la sortie du charbon est quasiment finalisée de notre côté. Et donc, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. Pour l'instant, on regarde un peu de façon générale plusieurs pays qui commencent à viser des taux de renouvelables très importants, comme le Portugal, par exemple, ou qui réussissent un peu ces questions-là, sachant que la France est un peu le mauvais élève sur les énergies renouvelables en Europe, puisqu'on est les seuls à ne pas avoir atteint notre objectif pour 2020. Donc, il va falloir effectivement voir un peu les chemins de transition pris par les différents pays. Et pour nous, la question vraiment aujourd'hui en France, par contre, est un peu différente de ce choix du mix électrique. Je pense qu'on pourra en parler ensuite. Oui, oui. Ja, merci à vous aussi. Et Nicolas Goldberg, aussi à vous, qu'en pensez-vous? Alors, depuis Fukushima, beaucoup de choses se sont passées. Par exemple, il y avait cet accord de Paris et on a accéléré la transition. Apparemment, on a besoin beaucoup plus d'énergie verte ou d'énergie low carbon au moment dans les années suivantes. Est-ce que c'était, à votre avis, vrai que l'Allemagne a sorti le nucléaire? Bonsoir à tous et merci pour cette invitation. Il faut voir que la décision de sortie du nucléaire de l'Allemagne, elle est très ancienne, en fait. Ce n'est pas une décision qui date de Fukushima, c'est plutôt une décision du début des années 2000 qui a été confirmée au moment où on a eu Fukushima. Dans les années 2000, l'Allemagne produisait 165 TWh d'électricité à partir du nucléaire. Aujourd'hui, il y a encore 65 TWh de nucléaire dans l'électricité allemande. Donc, ce sera terminé à la fin de l'année, mais on voit bien que ce n'est pas encore achevé. Et dans tout ça, il y a deux choses paradoxales qu'on peut dire. C'est que la croissance des renouvelables en Allemagne est extrêmement impressionnante et qu'elle a engendré une baisse des coûts de l'éolien et du solaire à une échelle mondiale. Typiquement, si vous travailliez dans l'énergie avant les années 2010, l'éolien et le solaire, c'était extrêmement cher, mais à un niveau inenvisageable. Aujourd'hui, on voit qu'il y a d'autres pays qui font croître les énergies renouvelables. Donc, on a d'autres pays en fait qui produisaient à partir de fossiles, qui ont pris le switch des énergies renouvelables. Donc ça a contribué à faire baisser le CO2, notamment dans d'autres pays. Le problème toujours rémanent avec l'Allemagne, c'est la persistance du fossile. On a encore beaucoup de charbon dans le mix électrique allemand. Alors, les Verts allemands et la coalition ont choisi de prendre un objectif très ambitieux de sortir du charbon d'ici 2030. C'est extrêmement ambitieux vu tout ce qui reste comme charbon et qu'on n'a que 8 ans avant 2030. Donc ce sera compliqué, sachant que derrière, avec cette croissance des renouvelables, si on arrive effectivement à sortir du charbon en Allemagne, il restera toujours 20% de gaz dans l'électricité allemande. Et la question, du coup, est de comment arriver à se passer de ce gaz fossile. Donc là, il y a des paris un peu plus incertains qui sont faits avec l'hydrogène ou autre. Ça, c'est un petit peu plus long terme. Le grand défi à court terme, ça va toujours être de sortir du charbon, maintenant qu'on est sorti du nucléaire. Pour le climat, c'est essentiel, puisque le charbon, la combustion de charbon, c'est la première source d'émissions de CO2 dans le monde. S'il y a un autre exemple qu'on pourrait prendre en Europe, c'est celui de l'Angleterre. L'Angleterre qui également avait beaucoup de charbon et beaucoup de gaz dans son mix électrique, qui a fait le choix de conserver son nucléaire, faire croître énormément le renouvelable, un petit peu le gaz pour fermer le charbon. Et là, on a eu une baisse des émissions de CO2 assez spectaculaire, plus de 40% en moins depuis les années 90. Ils ont là-dessus explosé leur objectif. Donc voilà, sur la sortie du nucléaire allemand, il y a un bilan contrasté, c'est-à-dire qu'il y a eu des renouvelables qui ont pu croître, donc du coup faire aussi une énorme baisse des coûts à une échelle mondiale et donc
donner l'opportunité à d'autres pays qui n'avaient pas accès au nucléaire de décarboner leur mix électrique avec des renouvelables. On a par contre ce paradoxe qui est le charbon et le gaz. Donc le charbon qui certes diminue, mais pas assez vite pour tenir des objectifs climatiques, et le gaz qui reste persistant dans le mix électrique. Donc, et il faut aussi noter que tout ça a été financé avec la taxe allemande, le G-Umlage, que payent les particuliers. Donc ça a pu avoir des effets très haussiers sur les factures de certains particuliers, moins les industriels, puisque les industriels sont exonérés de cette taxe. Donc là, on voit aussi une certaine cohérence de la stratégie allemande, mais qui a eu des impacts sur les particuliers, moins sur les entreprises, donc ce qui a joué sur leur compétitivité. Donc voilà, c'est un peu la transition avec ces paradoxes. Il faut noter que tout ça, ce débat nucléaire renouvelable concerne surtout l'électricité, qu'il y a d'autres sources d'énergie dont il faudrait s'occuper, d'autres usages. Il nous reste toujours à décarboner énormément tout le chauffage dans les bâtiments et les transports. Et là, un point commun qu'on pourrait donner entre la France et l'Allemagne, c'est que c'est très mitigé des deux côtés du Rhin. Donc effectivement, une fois qu'on se sera occupé de l'électricité, il faudra s'occuper des autres secteurs. C'est extrêmement important pour la neutralité carbone. Et pour rebondir sur ce que disait Zélie Victor sur le fait que les enjeux ne sont pas les mêmes en Allemagne et en France. En France, il y a un mix électrique qui est déjà décarboné grâce à l'hydraulique et au nucléaire. L'éolien qui commence également à monter un petit peu. La vraie question, c'est qu'en France, on a fait le choix de prolonger les réacteurs nucléaires. On ne pourra pas les prolonger indéfiniment. Donc la question, c'est aussi de comment est-ce qu'on garde un mix électrique décarboné dans un contexte où le parc nucléaire décline alors qu'on a besoin de plus d'électricité. Et c'est là que les énergies renouvelables pourront aussi jouer un rôle en France, sachant que la stratégie, c'est surtout de l'allier avec du nucléaire pour pouvoir décarboner de manière profonde et sans gaz. Merci beaucoup aussi, Nicolas. Madame Peter, il a mentionné cette paradoxe, hein, parce qu'évidemment, il n'y a pas assez de renouvelables au moment en Allemagne, tout le temps, pendant toute l'année. Est-ce que c'est vraiment le cas que la sortie du nucléaire a fait l'Allemagne dépendant du gaz, alors dépendant d'une certaine façon de la Russie ou de la charbon aussi? Oui, tout d'abord, nous avons ces dernières décennies eu un mix énergétique qui n'était pas très écologique et pas favorable pour le climat. Moi, ce que je trouve par contre important pour les perspectives, c'est qu'avec la montée et le montage des renouvelables, ces dernières deux décennies, donc on a déjà dit que ce n'était pas très coordonné. Mais effectivement, vous avez raison que la sortie du nucléaire a été décidée ou instillée en 2000 déjà. Mais nous sommes en Allemagne actuellement positionnés qui nous laisse à penser de manière optimiste jusque dans les années 2030 où notre gouvernement suit l'ambition donc de monter à 80% d'énergie renouvelable. Donc, nous avons déjà un point fixe fin de l'année, donc c'est la dernière centrale nucléaire qui va fermer ses portes. Et ensuite, 2030, eh bien, ça sera la même chose pour le charbon. Actuellement, toute l'Europe souffre des hauts prix de l'énergie. Et donc, d'un point de vue perspective allemande, il faut qu'on se diversifie encore plus. Il ne faut pas compter que sur les pipelines russes. Et donc là aussi, il faut en fait réfléchir à d'autres alternatives, d'autant plus qu'on se pose la question si la nouvelle pipeline va être mise en service. Donc, on a fait des choses, on a augmenté notre montée en puissance au niveau de l'énergétique.
on va bien évidemment monter aussi des stratégies d'évitement et la possibilité donc de transformer un système d'un système central vers un système complètement décentralisé. Et c'est ce qu'on a vu récemment et c'est ce qu'on a proposé aussi au gouvernement fédéral. C'est quelque chose qu'il convient de considérer. Même le gouvernement a déjà dit que un nouveau marché de l'énergie devra avoir lieu, devra être organisé. Pour ne pas se focaliser uniquement sur les grands, sur les grosses entreprises en face desquelles les petits producteurs ne peuvent même plus discuter, n'ont pas d'effet de levier. Donc, tout ça, c'est un système qui est en devenir. Il faut orienter ce système complètement sur les énergies renouvelables. Et ça va être possible avec le mix énergétique. Donc, il y a aussi les échangeurs de chaleur, énergie en chaleur, chaleur, énergie, etc. Il y a également toutes les autres technologies qui voient le jour. On est confrontés tous à ces nouvelles technologies et globalement, on assiste dans ces dernières années qu'à une montée progressive et permanente des énergies renouvelables parce que tout simplement les prix de l'énergie actuels sur le marché sont impayables. En France, ce n'est pas le citoyen qui paye, mais c'est l'État. Mais les grands investissements dans la rénovation de ces centrales nucléaires va être répercuté sur le citoyen de par le prix de l'énergie ou autrement. Donc, de toute manière, sur le principe déjà et en calcul de base, ces énergies fossiles ne sont plus économiquement viables. Et je pense que on va devoir investir et continuer notre transition dans les prochaines deux prochaines décennies, également avec la chaleur, avec eh bien, la mobilité, etc. Il y a déjà des packages en fait qui sont en préparation afin donc de débrider en fait le montage et la construction d'unités de production d'énergie renouvelable. D'accord. Alors, pour compléter cet épisode ou ce bilan allemand, Madame Götze, une dernière question à vous sur l'Allemagne. Alors, vous avez aussi mentionné qu'il n'y a pas assez de coordination en Allemagne, qu'il y a toujours des problèmes avec les réseaux et tout ça. Est-ce que la politique actuelle, le gouvernement actuel, fait assez pour que les buts, les objectifs pour l'année 2030 et après sont toujours réalistes? Est-ce que c'est toujours réaliste d'avoir 80% de renouvelables en 8 ans? Vous êtes... Pardon. Donc, merci beaucoup pour cette question. Mais avant d'y répondre, je pense que la grande différence entre l'Allemagne et la France, de mon point de vue, est le fait que l'Allemagne se trouve devant une montagne de problèmes dont nous venons de parler. Mais que l'Allemagne essaye, donc en l'espace de 8 ans, veut essayer de résoudre ces problèmes. Alors que la France mise sur une stratégie de transition, c'est-à-dire la continuité du nucléaire. Je ne sais pas si même j'ai raison de parler d'une technologie de transition d'un point de vue stratégique du gouvernement français. Mais je pense que ça va nous obliger, au niveau de ce système français, va être cimenté pour les 5-6 prochaines décennies. Hein. Donc, l'Allemagne fait face au challenge, à ce défi.
et donc va essayer donc d'accélérer cette transition. Bien évidemment, en Allemagne, la montagne de problèmes est bien plus grande. Parce qu'il faut faire face à une variété de problèmes, alors que la France a pris le parti, et bien tout simplement de continuer. Bien sûr, enfin, on raisonne différemment parce qu'on a d'autres horizons temporels. Mais concernant votre question sur les problèmes allemands, j'ai parlé avec beaucoup de chercheurs, climatologues, économes. Et donc, on a également une plateforme scientifique qui s'appelle Klimaschutz, qui a fait paraître un papier il y a une semaine, hein, juste une semaine, où on a donc un comparatif entre ces problèmes. Et donc, on m'a dit, ces défis sont maîtrisables, sont surmontables, mais il faut faire attention de ne pas oublier le côté social. Et donc, il craint fortement, et c'est également un sentiment qui me préoccupe, c'est qu'on oublie les gens. Donc, pendant 30 ans, on n'a pas fait assez. Donc, trop peu de politique climatique, etc. Et donc, on avait ce système en parallèle. Et maintenant, il faut rattraper dans les années à venir avec ce qu'on a loupé de faire dans le passé. Et donc, il faut donc accélérer cette transformation à une vitesse qui aura des conséquences sociales. Qu'est-ce qui va se passer si le prix du gaz augmente encore plus? Et donc ça a des conséquences concrètes sur la vie des gens, de tout le monde. Et je ne sais pas dans quelle mesure le gouvernement tient compte de ces aspects-là. Et la question qui nous préoccupe est de savoir comment on va arriver à atteindre nos objectifs et comment on va compenser les conséquences sociales, pécuniaires, financières pour les gens, afin d'éviter qu'on ait un effet gilet jaune comme en France. Et pour justement assurer que l'on amène tout le monde avec nous. Donc, toutes ces questions ne sont pas encore clarifiées. Et également, les économes climatiques ont vraiment le sentiment que le niveau de tolérance ou d'acceptation, on a encore du boulot. Il faut convaincre les gens que c'est à bon compte pour eux de faire tous ces efforts. Et c'est pour leur avantage finalement, que l'on fait ensemble tous ces efforts. Et peut-être encore une dernière phrase. Donc, ce qui fait partie aussi de ce défi, c'est de se rendre bien compte que les énergies renouvelables seules ne pourront pas résoudre tous les problèmes. On a, par exemple, des domaines comme l'agriculture, comme le bâtiment, eh bien, où avec un 100% d'énergie renouvelable, on n'y arrivera pas. Donc, on aura peut-être besoin de CCS, on a besoin d'un tas de choses, mais et ce sont souvent des problèmes que l'on n'a même pas commencé à discuter en fait en Allemagne. Et c'est ce que je voulais dire en terminant. D'accord. Merci. Alors, oui, beaucoup de questions. C'est vraiment difficile, bien sûr. On ne peut pas discuter toutes les questions, mais on va essayer. Et peut-être un peu plus sur la France, Zélie. Susanne a mentionné la stratégie, que peut-être la France a plus de stratégie. Maintenant, on sait que M. Macron, le président, il a présenté une stratégie pour l'avenir avec un mix de nucléaire et renouvelable, aussi des éoliens offshore. Et il veut accélérer beaucoup aussi le photovoltaïque. Est-ce que cette stratégie est convaincante pour vous? Merci aussi pour cette question. Et je rebondirai effectivement sur un peu cette question du manque d'anticipation, en tout cas. Le quinquennat qui vient de se terminer, pour l'instant, a montré surtout qu'on était en retard à la fois sur les questions d'énergie renouvelable. On est en retard énormément sur les questions de maîtrise de la consommation aussi, donc tout ce qui est question d'efficacité
et de sobriété énergétique. Et donc, pour l'instant, en fait, on considère que les annonces du président qu'il a fait effectivement il y a 2 semaines ne répondent pas encore à cette urgence. Il n'y a pas eu de mention, en fait, il n'y a pas de feuille de route ambitieuse sur le développement des énergies renouvelables, qui est quand même la solution pour la prochaine décennie pour décarboner encore l'énergie. La sobriété est à peine mentionnée et mal vue. On n'a pas encore de politique publique globale sur cette question de la sobriété aussi, qui est encore trop vue comme des petits gestes pour les gens de façon individuelle, alors que ça demanderait une vraie prise en compte de politique publique globale sur ces enjeux-là. Et en fait, on en conclut aussi qu'il y a vraiment un manque en fait, de débat démocratique. C'est aussi ce que disait Susan Götz sur ces questions-là. Il est important de pouvoir faire comprendre aux citoyens les enjeux et de les faire accepter sur le long terme. On parle effectivement de politiques énergétiques qui sont sur des décennies. Et ça, sans vrai débat démocratique, on n'arrive pas à faire comprendre les enjeux et à les faire accepter, à ce que les citoyens puissent s'en emparer. C'est-à-dire que qu'importe en fait le choix du mix énergétique en quelque sorte, si on n'a pas justement enfin ce débat, les premiers projets, que ce soit des centrales nucléaires ou des parcs éoliens ou autres, risquent d'avoir des oppositions très fortes. Et donc, il faudrait les désamorcer en avant et pouvoir en discuter. Ensuite, le président est quand même parti justement sur un peu une hausse de la consommation d'électricité importante avec plus de 60%, ce qui fait qu'il choisit très concrètement une trajectoire productiviste qui loupe aussi cette question de la sobriété. Et en faisant le choix du nucléaire, pour nous, il fait un pari plus qu'hasardeux justement par rapport à l'urgence climatique en relançant une filière qui quand même pour l'instant est à la peine. On a l'exemple de Flamanville qui quand même est assez compliqué et on n'a pas encore démontré notre capacité à faire des EPR. Donc on a cette vraie interrogation sur la capacité de la filière à pouvoir délivrer ces installations. On a aussi la question des coûts qui peut se poser avec des coûts qui sont pour l'instant pas maîtrisés. Donc voilà, et en fait, aujourd'hui, face au nucléaire, on a aussi beaucoup de scénarios qui nous démontrent qu'il y a des vraies alternatives possibles avec le 100% renouvelable. Ça a été mis dans le débat public, notamment par RTE, mais aussi l'ADEME, qui prend la question peut-être de l'énergie de façon un peu plus globale et qui sont vraiment des études intéressantes dont il faut qu'on puisse s'emparer pour pouvoir faire ce choix aujourd'hui. D'accord. Mais Nicolas, ça pourrait être